Il avait tout, le pouvoir, l'argent, un hôtel particulier si vaste qu'il résonnait de silence. Mais par un après-midi paisible, une simple paire d'yeux, les mêmes yeux qu'il voyait chaque matin dans le miroir, suffit à faire s'écrouler son monde entier. Marcel était rentré plus tôt que prévu. La réunion avait été annulée et il n'avait pas pris la peine d'appeler. Comme toujours, son chauffeur s'arrêta devant le grand portail et il entra, irrité par un courriel qu'il venait de recevoir. Le marbre du sol résonnait sous ses chaussures cirées et sa voix lançait des ordres à personne en particulier. Il ne s'attendait pas à trouver quelqu'un à la maison. Mais le destin ne frappe pas à la porte. Il fait irruption. Derrière, une haute colonne, un petit bruit, comme un jouet raclant le sol. Il fronça les sourcils. C'était près du vase japonais dont la valeur dépassait le salaire annuel de bien des gens. Il contourna rapidement la colonne et se figea. Un petit garçon était assis en tailleur, sur le marbre, de la terre sur les joues, une égratignure à un genou, un t-shirt usé à l'effigie d'un super-héros, des lacets dépareillés, des petites voitures en plastique. Clairement pas l'enfant d'un invité. Le garçon leva les yeux, calme, le regard grand ouvert, sans s'excuser. Et c'est alors que cela se produisit. « Papa !» dit l'enfant. Le sang de Marcel se glaça dans ses veines. « Qu'est-ce que tu as dit ?» murmura-t-il. « Tu es mon papa !» répéta le garçon sans ciller. Marcel recula en chancelant. Ce n'étaient pas seulement les mots, c'était le visage. Ses grands yeux sombres, la cicatrice sur le sourcil, la courbe du sourire. C'était comme regarder une photo de lui-même datant de plusieurs décennies. « Qui est ta mère ?» demanda-t-il, le souffle court. Le garçon pointa du doigt vers la cuisine, et elle était là. Mathilde, la femme de ménage, simple, loyale, invisible dans son uniforme. Elle avait toujours été discrète, toujours polie. Elle devint blême quand elle vit le visage de Marcel. « Ce garçon ?» demanda Marcel, la voix rauque. « C'est le tien ?»« Oui, » répondit-elle. « Il m'a appelé son père. » Mathilde balbutia. « Les enfants disent des choses. Il est confus. Peut-être a-t-il vu une photo, mais sa voix la trahissait, tremblante, coupable. Cette nuit-là, Marcel se retourna dans son lit luxueux, à côté de son épouse Cécile, qui ronflait paisiblement. Il fixait le plafond, tourmenté. Il sortit de vieux albums photos. Ils étaient là, Mathilde et lui, en arrière-plan, lors de fêtes à la maison, dans la cuisine, riant avec de la farine sur le visage. Ils avaient eu un moment, une nuit, une erreur peut-être. Mais et si... Le lendemain matin, il la confronta dans le jardin. « Est-il de moi ?» Mathilde se détourna. « Théo est mon fils. Je l'élève, seul. »« Tu ne m'as jamais rien dit. » Parce que je savais ce que cela signifiait d'être la femme de ménage tombée enceinte du patron. J'ai protégé mon fils de ton monde. Il voulait une preuve, un test ADN. Il prit une brosse à dents dans la salle de bain du garçon. Les jours passèrent dans l'angoisse. Le résultat, correspondance à 99%. Théo était bien son fils. Mais une tempête se préparait à la maison. Cécile, son épouse, avait découvert le test. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas pleuré, elle avait souri et comploté. Elle avait appelé des avocats, des journalistes et un détective. Quelques jours plus tard, Mathilde recevait une enveloppe. Elle était licenciée. Du jour au lendemain, elle et Théo se retrouvaient dehors, poursuivis par les murmures et les jugements. Marcel les suivit. Il les trouva dans un minuscule appartement, aux murs fins, au sol froid. « Je suis là, » dit-il. « Je veux connaître mon fils. » Mathilde hésita. « Ta femme va nous détruire. Elle a déjà commencé. Mais je ne partirai plus. » Il passa du temps avec Théo. Ils jouèrent, rirent, créèrent des liens. Marcel trouva la joie pour la première fois depuis des années. Il écrivit une lettre à Théo, une pour l'avenir. « Je n'étais pas là au début, mais je ne m'éloignerai plus jamais. » Mais la guerre n'était pas terminée. Cécile lança une attaque juridique, tenta de prouver que Mathilde était inapte, la traîna devant les tribunaux, utilisa son argent comme une arme. Juste au moment où il semblait que le pire était passé, un autre cauchemar apparut. Richard, l'ex de Mathilde, absent pendant des années, figurant sur l'acte de naissance,
et maintenant de retour avec des revendications de paternité, amenées par Cécile. Richard prit Théo, disparu. La police fut appelée, les médias s'enflammèrent, des gros titres partout. L'enfant caché d'un millionnaire disparaît. Mais Marcel ne s'arrêta pas, il suivit chaque piste. Et puis, une note trouvée dans une poubelle d'une épicerie. Une écriture d'enfant. « Je m'appelle Théo, je suis avec un homme. Je n'ai pas mon papa, aidez-moi s'il vous plaît. » Des larmes coulèrent des yeux de Marcel. Ils retracèrent la note jusqu'à une cabane isolée. Il s'y précipita. À l'intérieur, Théo était assis seul, effrayé. Au moment où leurs regards se croisèrent, le garçon courut dans ses bras. « Papa !» Cette fois, Marcel ne tressaillit. Et pas, il serra son fils, comme s'il ne voulait plus jamais le lâcher. Le complot de Cécile s'effondra. Des vidéos, des messages et des témoins exposèrent sa cruauté. Elle fut contrainte de démissionner de l'entreprise. Le monde se retourna contre elle. Mais Marcel tourna le dos à tout cela. Il vendit ses parts, abandonna son statut, ouvrit un modeste café dans un quartier tranquille. Là, Mathilde cuisinait, Théo jouait, et Marcel servait le café avec un sourire. Un soir, Théo tenait une pièce de puzzle dans sa main. « Papa, le lion va ici, il protège tout le monde. » Marcel sourit, les larmes aux yeux. « Oui, mon fils, tout comme je le ferai, toujours. » Parfois, on perd tout ce que l'on croyait important pour trouver la seule chose qui compte vraiment. Et dans les yeux d'un enfant, un homme découvrit enfin la vérité. Le soleil se couchait sur les toits parisiens lorsque Marcel quitta les bureaux de Dumas Entreprises. Les rayons dorés embrasaient les façades haussmanniennes, créant un contraste saisissant avec les nuages d'orage qui s'amoncelaient à l'horizon. Un présage peut-être, un avertissement que Marcel, trop absorbé par la vérification des chiffres du trimestre sur son téléphone, ne remarqua pas. Son chauffeur, Henri, l'attendait devant la berline noire aux vitres teintées. « Monsieur Dumas », salua-t-il en ouvrant la portière arrière avec une précision militaire. « Bonsoir, Henri. Directement à la maison », ordonna Marcel en s'engouffrant dans le véhicule. La réunion avec les Américains a été annulée à la dernière minute. Encore une fois. « Bien, monsieur. » Marcel desserra légèrement sa cravate, en soie italienne. À 54 ans, il était au sommet de sa carrière. PDG de l'entreprise familiale qu'il avait transformée en empire, il figurait régulièrement dans les classements des hommes d'affaires les plus influents de France. Son visage anguleux aux tempes grisonnantes apparaissait dans les magazines économiques, aux côtés d'articles vantant son instinct redoutable et sa vision stratégique implacable. Ce que ces articles ne mentionnaient jamais, c'était le prix de cette réussite. Les heures interminables, les anniversaires de sa femme Cécile manqués pour des voyages d'affaires, les vacances écourtées pour des urgences au bureau, la froideur qui s'était installée entre eux, lentement, comme un gel hivernal. Un problème avec les mails de Barcelone, marmonna-t-il en parcourant les messages sur son téléphone. Il faudra que j'appelle demain à la première heure. La voiture s'engageait maintenant dans les rues du 16e arrondissement, se faufilant entre les embouteillages avec une fluidité née de l'habitude. Marcel ne regardait plus par la fenêtre depuis longtemps. Pour lui, Paris n'était qu'un décor, une toile de fond pour sa vie programmée à la minute près. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'imposant portail en fer forgé de sa résidence, Marcel termina un dernier message sans lever les yeux. Le portail s'ouvrit dans un grincement discret. La berline remonta l'allée de gravier blanc, encadrée de platanes centenaires, pour s'arrêter au pied des marches en marbre qui menaient à la porte d'entrée. « Merci, Henri. Vous pouvez prendre votre soirée, je n'aurai plus besoin de vous, aujourd'hui. »« Très bien, monsieur. Passez une bonne soirée. » Marcel gravit les marches, sa mallette en cuir à la main. Il composa le code de l'entrée, poussa la lourde porte et pénétra dans le vaste hall de son hôtel particulier. Immédiatement, le silence l'enveloppa, ponctué uniquement par le tic-tac régulier de l'horloge ancienne. Habituellement, à cette heure-ci, la maison était vide. Cécile participait généralement à quelques galas de charité et le personnel avait terminé son service.
Il s'engagea dans le couloir qui menait à son bureau, ses pas résonnant sur le marbre italien. C'est alors qu'il l'entendit. Un bruit ténu, comme un objet qu'on fait glisser sur le sol. Il venait du petit salon. Marcel fronça les sourcils. Ce salon abritait sa collection d'art asiatique, dont un vase de la dynastie Ming d'une valeur inestimable. Un cadeau d'un magnate chinois reconnaissant pour un contrat négocié à son avantage. « Y a-t-il quelqu'un » appela-t-il en s'avançant vers la source du bruit. Seul le silence lui répondit. Avec une pointe d'irritation, il pressa le pas. Si l'un des nouveaux employés de maison s'était aventuré dans cette pièce sans autorisation, il contourna la colonne de marbre qui marquait l'entrée du salon et s'arrêta net, comme frappé par la foudre. Un petit garçon était assis par terre, au milieu du tapis persan, entouré de petites voitures en plastique, 5 ou 6 ans peut-être, des cheveux bruns en bataille, un t-shirt rouge à l'effigie d'un super-héros défraîchi par les lavages, un pantalon trop court, des baskets usées aux lacets dépareillés. L'une de ses joues portait une traînée de terre, ou peut-être de chocolat. L'enfant leva la tête, sans la moindre trace de culpabilité dans son regard. Et c'est à cet instant précis que le monde de Marcel Dumas bascula. Ses yeux marrons au reflet doré, avec cette tache ambrée si particulière dans l'iris droit, ses yeux que Marcel connaissait parfaitement pour les voir chaque matin dans son miroir, ses propres yeux. « Qui es-tu » souffla Marcel d'une voix qu'il ne reconnut pas lui-même. Le garçon le fixait, sans ciller, comme s'il examinait attentivement chaque détail de son visage. Puis, avec un naturel déconcertant, il prononça des mots qui résonnèrent dans la pièce comme un coup de tonnerre. « Tu es mon papa !» Marcel sentit le sang quitter son visage. Un bourdonnement emplit ses oreilles. Sa mallette glissa de ses doigts soudain engourdis et heurta le sol avec un bruit mat. « Qu'est-ce que tu as dit » parvint-il à articuler. « Tu es mon papa » répéta tranquillement l'enfant, comme s'il énonçait une évidence. « Maman me l'a dit. Elle a dit que tu as les mêmes yeux que moi. » Marcel scruta ce visage, paralysé par une évidence terrifiante. Ce n'était pas seulement les yeux. C'était aussi la forme légèrement asymétrique de la bouche, la ligne des sourcils, et surtout cette petite cicatrice qui barrait le sourcil gauche, identique à celle que Marcel avait acquise lors d'une chute de vélo à l'âge de 4 ans. C'était comme contempler une photographie de lui-même enfant. Une photographie vivante et respirante. Un mouvement à l'entrée du salon le tira de sa stupeur. Une jeune femme se tenait là, figée, le visage blême. Elle portait l'uniforme gris des femmes de ménage. « Mathilde » murmura Marcel en reconnaissant l'une des employées qui travaillait pour lui depuis presque 7 ans. « Monsieur Dumas » balbutia-t-elle, « vous n'étiez pas censé rentrer si tôt, je suis désolé. Théo ne devait pas être ici. La garderie a fermé plus tôt aujourd'hui et je n'avais personne pour le garder, alors... » « Ce garçon » coupa Marcel d'une voix sourde en pointant un doigt tremblant vers l'enfant. « Il est à toi ?»« Oui, monsieur. Il m'a appelé son père. » Les yeux de Mathilde s'emplirent de larmes. « Les enfants disent des choses, monsieur. Il est confus. Il a peut-être vu une photo de vous dans un magazine ou... » Mais sa voix se brisa sous le poids de son propre mensonge. Marcel la fixa, incrédule. Des fragments de souvenirs remontaient à la surface de sa mémoire. Une soirée, 7 ans plus tôt. La grande réception pour les 50 ans de Dumas Entreprises. Toute l'élite parisienne réunie dans cette même maison. Cécile partit, se couchait tôt, avec une migraine. Lui, restait avec quelques amis jusqu'à l'aube, buvant du champagne comme si demain n'existait pas. Et Mathilde. Mathilde restait pour servir, discrète et efficace dans son uniforme noir et blanc. Mathilde, aux longs cheveux bruns et au sourire timide. Mathilde qui l'avait aidé à monter l'escalier quand ses amis étaient enfin partis. Mathilde dans sa chambre d'amis quand il avait trébuché. « Théo » appela doucement la jeune femme. « Viens, mon chéri, il est temps de partir. » Le garçon rassembla ses petites voitures et se leva docilement. Mais avant de rejoindre sa mère, il s'approcha de Marcel, toujours statufié. « Au revoir, papa » dit-il en lui tendant une de ses voitures. « C'est pour toi. C'est une Ferrari, c'est la plus rapide. »
Marcel prit machinalement le jouet. Une minuscule voiture rouge, écaillée à force d'avoir été manipulée. Lorsqu'il releva les yeux, Mathilde et l'enfant avaient disparu. Il resta là, immobile, pendant ce qui lui sembla une éternité. Une vérité inimaginable se frayait lentement un chemin jusqu'à sa conscience. Une vérité qui allait tout changer. La pluie commença à tambouriner contre les fenêtres du petit salon. L'orage, finalement, avait éclaté sur Paris. Les heures qui suivirent se déroulèrent comme dans un brouillard. Marcel, tel un automate, monta l'escalier monumental qui menait à l'étage de la demeure. Le couloir, bordé de portraits d'ancêtres et d'œuvres d'art contemporaines choisies par Cécile, lui parut interminable. Arrivé dans sa chambre, il se dirigea vers le bar en acajou et se servit un verre de cognac qu'il avala d'un trait. L'alcool brûla sa gorge, mais n'atténua pas le choc. D'un geste presque violent, il ouvrit les portes de son dressing et s'agenouilla pour atteindre le coffre-fort dissimulé derrière une rangée de costumes sur mesure. Ses doigts tremblaient, tellement qu'il dut s'y reprendre à 3 fois pour composer la combinaison. À l'intérieur du coffre, sous des documents juridiques et une liasse de billets de secours, se trouvait une boîte en bois sculptée. Il la sortit délicatement et l'ouvrit. Elle contenait les rares objets auxquels il attachait une valeur sentimentale. La montre de son père, son alliance de mariage, quelques lettres jaunies et un petit album photo en cuir brun. Marcel s'assit sur le bord du lit et ouvrit l'album. Les premières pages montraient sa propre enfance. Un petit garçon, aux yeux trop grands pour son visage, posant sagement en costume marin. Puis venaient ses années d'études, son mariage avec Cécile, si belle alors dans sa robe de tulle, et les clichés plus récents des soirées officielles et des voyages d'affaires. Il tourna les pages avec une impatience grandissante jusqu'à trouver ce qu'il cherchait, les photos de la soirée du cinquantenaire de l'entreprise. Des groupes souriants, levant leurs flûtes de champagne. Des poignées de main stratégiques. Cécile, magnifique dans sa robe de soirée bleu nuit, lui-même au centre de chaque cliché, l'hôte parfait. Et là, en arrière-plan d'une photo de groupe, presque cachée par un arrangement floral, Mathilde. Elle servait des canapés, les yeux baissés, professionnelle et invisible comme le personnel de maison est censé l'être. Marcel scruta l'image, cherchant désespérément un indice, une preuve qui confirmerait ou infirmerait ses soupçons. Mais la photo ne révélait rien d'autre qu'une jeune femme faisant son travail. Il reposa l'album et se leva brusquement. Dans le miroir en pied qui occupait un pan de mur, son reflet lui renvoya l'image d'un homme désemparé, aux traits tirés. Et ses yeux identiques à ceux du petit garçon. « Ce n'est pas possible », murmura-t-il, « ça ne peut pas être vrai. » La porte de la chambre s'ouvrit soudainement sur Cécile. Élégante comme toujours dans son tailleur Chanel, ses cheveux blonds coupés au carré, impeccablement coiffés, elle le dévisagea avec surprise. « Marcel, qu'est-ce que tu fais déjà à la maison ?» Il referma précipitamment l'album photo. « La réunion a été annulée. » Elle s'approcha, déposa un baiser léger sur sa joue, un geste devenu mécanique. Au fil des années, dénué de véritable affection. « Tu as l'air pâle, quelque chose ne va pas ?» Marcel hésita. Devait-il lui parler de sa découverte? De cet enfant aux yeux si semblables aux siens, de cette nuit dont il n'avait qu'un souvenir brumeux mais qui avait peut-être engendré une vie? Non, mentit-il, juste fatigué, le décalage horaire, après Singapour sans doute. Cécile le jaugea d'un œil critique. « Tu devrais voir un médecin, ce n'est pas normal d'être si épuisé. » Elle se dirigea vers sa propre salle de bain, laissant derrière elle un sillage de parfums coûteux. « Je vais prendre un bain. J'ai rendez-vous avec Caroline pour dîner. Ne m'attends pas. » Lorsque la porte se referma, Marcel s'affaissa sur le lit, la tête entre les mains. Que devait-il faire? Confronter Mathilde? Exiger un test de paternité? Ignorer ce qu'il avait vu en espérant que cela disparaîtrait comme un mauvais rêve? Cette nuit-là, allongé dans l'obscurité aux côtés de Cécile, qui dormait paisiblement, Marcel ne trouva pas le sommeil. Les heures s'écoulèrent, interminables, tandis qu'il revivait la scène du salon, analysant chaque détail, chaque
mots. Le visage du petit garçon, Théo, flottait devant ses yeux comme une accusation, et toujours cette même question, lancinante. Et si c'était vrai? Si cet enfant était réellement son fils? À l'aube, sa décision était prise. Il devait savoir. Lorsque Cécile se leva pour sa séance matinale de yoga, Marcel prétexta un appel important pour rester au lit. Dès qu'elle eut quitté la chambre, il s'habilla rapidement et descendit à l'étage du personnel, une partie de la maison où il ne mettait presque jamais les pieds. Il savait que Mathilde arrivait toujours la première, à 6h30, pour préparer le petit déjeuner de madame et commencer le ménage dans les pièces principales. Elle devait être seule à cette heure. Il la trouva dans la cuisine, en train de presser des oranges. Elle sursauta violemment en le voyant apparaître. « Monsieur Dumas, je peux vous aider ?»« J'aimerais qu'on parle, Mathilde. Dans le jardin, si vous voulez bien. » Sans attendre sa réponse, il se dirigea vers la terrasse. Le jardin s'éveillait sous une lumière pâle. Des gouttes de rosée scintillaient sur les roses soigneusement taillées et un merle solitaire chantait dans le grand tilleul. Un cadre paisible pour la tempête qui faisait rage en lui. Mathilde le rejoignit, les mains crispées sur son tablier, le regard fuyant. « Monsieur, je voulais m'excuser pour hier. Je n'aurais jamais dû amener Théo ici. C'était une faute professionnelle impardonnable. Je comprends parfaitement si vous souhaitez me... Est-ce que Théo est mon fils ?» la coupa Marcel, incapable de supporter plus longtemps cette incertitude. Mathilde pâlit. « Monsieur, je veux la vérité, Mathilde, maintenant. » Elle sembla se recroqueviller sous son regard. « Il y a eu cette nuit, après la fête du cinquantenaire, » murmura-t-elle enfin. « Vous aviez beaucoup bu. Vous m'avez demandé de vous aider à monter. Et puis, j'ai couché avec toi, » acheva Marcel, les souvenirs affluant soudain, avec une netteté cruelle. Elle acquiesça en silence, les yeux baissés. « Mais ça ne répond pas à ma question, » insista-t-il. « Est-ce que Théo est mon fils ?» Mathilde releva la tête, et pour la première fois, il vit une lueur de défi dans ses yeux bruns. « Théo est mon fils, monsieur Dumas. Je l'élève seul depuis sa naissance. Je me débrouille. Ce n'est pas ce que je t'ai demandé. Pourquoi cela vous importerait-il? Cela fait presque 7 ans. 7 ans où vous n'avez rien vu, rien remarqué. Ni ma grossesse, ni mes absences pour les rendez-vous médicaux, ni les photos de mon fils sur mon téléphone. Pour vous, je suis invisible. » La vérité de ces mots le frappa comme une gifle. Combien de fois avait-il croisé Mathilde dans les couloirs sans vraiment la voir? Combien de conversations avait-elle eues près de lui qu'il n'avait pas écoutées? « Je veux savoir, » dit-il plus doucement. « J'ai le droit de savoir. » Mathilde soupira, soudain lasse. « Qu'est-ce que cela changerait, monsieur? Vous êtes marié, vous êtes riche et puissant. Je suis votre femme de ménage. Si Théo est votre fils, qu'allez-vous faire? Nous donner de l'argent pour acheter notre silence? Nous chasser de peur que votre femme ne l'apprenne? Ou peut-être jouer au père un dimanche par mois, quand vous aurez un moment de libre dans votre agenda surchargé ?» Marcel resta muet. Il n'avait pas pensé aussi loin. Il voulait juste, quoi, au juste? La certitude? Et après? « Je vais faire un test ADN, » déclara-t-il finalement, « pour être sûr. Et comment comptez-vous obtenir l'ADN de mon fils? Vous croyez que je vais vous laisser faire ça ?» Marcel se passa une main sur le visage. « S'il te plaît, Mathilde, j'ai besoin de savoir. » Quelque chose dans sa voix, une fêlure peut-être, sembla toucher la jeune femme. Elle le considéra longuement, puis hocha imperceptiblement la tête. « Sa brosse à dents est dans ma salle de bain, la verte. Prenez-la si vous voulez. Mais quoi que dise le résultat, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Théo est mon fils. Je l'ai porté. Je l'ai mis au monde. Je l'élève. Rien ne changera ça. » Sur ces mots, elle tourna les talons et retourna dans la maison, laissant Marcel seul face à sa conscience et aux roses qui s'ouvraient doucement dans la lumière du matin. Plus tard ce jour-là, Marcel s'éclipsa de son bureau sous prétexte d'un rendez-vous médical. En réalité, il se rendit dans un laboratoire privé à l'autre bout de Paris où il remit 2 échantillons, la brosse à dents verte de Théo et un prélèvement de sa propre salive.
Les résultats seront disponibles dans 5 jours ouvrables. Monsieur Dumas, l'informa la technicienne, souhaitez-vous qu'il vous soit envoyé par courrier sécurisé ou préférez-vous venir les chercher en personne? En personne, répondit-il sans hésiter. Ce n'était pas le genre de document qu'il voulait voir traîner dans sa boîte aux lettres. Les jours qui suivirent furent parmi les plus longs de son existence. Marcel allait et venait entre les réunions et les conférences téléphoniques, souriant au bon moment, prenant des décisions impliquant des millions d'euros, mais son esprit était ailleurs. Chaque matin, il guettait l'arrivée de Mathilde, espérant apercevoir Théo. Mais l'enfant ne revenait pas à la maison. Il observait Mathilde à la dérobée, remarquant pour la première fois les cernes sous ses yeux, la fatigue dans ses gestes. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Comment n'avait-il jamais fait le rapprochement entre cette nuit, dont il ne conservait que des bribes de souvenirs, et l'enfant qui avait peut-être été conçu alors? Le 5e jour, lorsqu'il retourna au laboratoire, ses mains tremblaient tellement qu'il eut du mal à signer le registre. L'enveloppe scellée lui sembla peser une tonne. Ce ne fut qu'une fois dans sa voiture, garée dans une rue tranquille, du 15e arrondissement, que Marcel trouva le courage d'ouvrir l'enveloppe. Les termes scientifiques et les pourcentages dansaient devant ses yeux, mais une phrase ressortait clairement. Probabilité de paternité, 98,998%. Il fixa le document, incapable de respirer. C'était donc vrai. Théo était son fils. Son propre sang. L'enfant dont il n'avait jamais connu l'existence pendant près de 7 ans. Lorsqu'il rentra chez lui ce soir-là, Marcel était un homme transformé. Il se sentait à la fois plus léger et plus lourd. Plus léger car la vérité, même bouleversante, valait mieux que le doute. Plus lourd car cette vérité s'accompagnait d'une responsabilité écrasante. Malheureusement pour lui, Cécile l'attendait dans le salon principal, assise raide comme la justice dans un fauteuil Louis XV. Son visage était un masque d'élégante fureur. « Bonsoir, Marcel, » dit-elle d'une voix glaciale. « Ta journée s'est bien passée ?» Il sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Qu'est-ce qui se passe, Cécile ?» Pour toute réponse, elle lui tendit un papier. Le reçu du laboratoire d'analyse génétique qu'il avait négligemment jeté dans la corbeille de son bureau. « J'étais venue te surprendre au bureau pour te proposer de dîner ensemble, » expliqua-t-elle. « Ton assistante m'a dit que tu étais parti pour un rendez-vous médical. J'ai voulu déposer un dossier sur ton bureau et j'ai trouvé ceci. Qu'est-ce que ça signifie, Marcel? Pourquoi fais-tu un test de paternité dans le dos de ta femme? » Marcel eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Il n'avait pas prévu de confronter Cécile si tôt. Il n'était pas prêt. « Assieds-toi, » dit-il finalement. « Il faut que je te parle de quelque chose. Si tu apprécies l'histoire, écris 5 en commentaire et abonne-toi pour découvrir d'autres vidéos comme celle-ci. Si ce n'est pas le cas, écris 0. Cela m'aide à créer un contenu encore meilleur pour toi. Continuons. » Les heures qui suivirent furent parmi les plus éprouvantes de sa vie. Marcel raconta tout à Cécile. La rencontre avec Théo, sa ressemblance frappante, la confirmation par le test ADN. Il parla avec hésitation de cette nuit d'il y a 7 ans, dont il n'avait que des souvenirs fragmentés. Étrangement, Cécile ne cria pas. Elle ne pleura pas non plus. Elle resta assise, parfaitement immobile, son visage se durcissant à mesure que le récit avançait. Cette réaction était presque plus terrifiante qu'une explosion de colère. « Tu as un fils, » dit-elle, enfin d'une voix atone, « avec la femme de ménage. Ce n'était pas planifié, Cécile. Je ne savais même pas. Épargne-moi les détails, coupa-t-elle en levant une main. Ce qui est fait est fait. La question est, qu'est-ce que tu comptes faire maintenant? Marcel la regarda, surpris par cette question pragmatique. Je n'ai pas encore décidé. Cécile se leva, lissa son tailleur d'un geste machinal. Dans ce cas, permets-moi de te donner un conseil, mon cher mari. Réfléchis bien avant d'agir. Un scandale de ce genre pourrait détruire tout ce que nous avons construit. Ta réputation, l'entreprise, notre position sociale. Elle s'approcha de lui, posa une main sur son épaule. Une caresse qui ressemblait davantage à une menace. Si j'étais toi, je proposerais une somme généreuse à cette
Mathilde. 2. Elle quoi s'installer confortablement en province, loin de Paris, loin de nous. Marcel la dévisagea incrédule. Tu me suggères d'acheter leur silence, de les écarter de ma vie? Je te suggère de protéger ce qui compte vraiment, répliqua Cécile. À moins que tu ne préfères voir ton nom en première page des tabloïds. Le grand Marcel Dumas engendre un bâtard avec sa domestique. Un classique, n'est-ce pas? Sur ces mots, elle quitta la pièce, la tête haute, laissant Marcel seul avec sa conscience troublée et le poids de décisions impossibles. Cette nuit-là, il ne dormit pas. L'aube le trouva dans son bureau, épuisé mais déterminé. Il avait pris sa décision. À 7 heures précises, il descendit à la cuisine où Mathilde préparait déjà le petit déjeuner. « J'ai besoin de parler à Théo », annonça-t-il sans préambule. Mathilde se figea, une carafe de jus d'orange à la main. « Pourquoi ? » « Parce qu'il est mon fils », répondit simplement Marcel. Le test l'a confirmé. Elle reposa lentement la carafe, comme si elle craignait de la laisser tomber. « Et maintenant, qu'allez-vous faire ? » « Je veux le connaître, je veux qu'il me connaisse. » Il fit une pause, puis ajouta « Cécile est au courant. » Mathilde pâlit. « Et comment a-t-elle réagi, comme on pouvait s'y attendre? Elle veut que je vous paye pour disparaître de nos vies. » « Et c'est ce que vous comptez faire ?» Marcel secoua la tête. « Non, je ne vais pas tourner le dos à mon fils, ni à toi. » Les yeux de Mathilde s'emplirent de larmes. « Vous ne comprenez pas. Madame Dumas me fait peur. Elle n'est pas du genre à accepter la défaite. Si vous allez contre sa volonté, je te protégerai, promit Marcel. Toi et Théo, tu as ma parole. » Mais Marcel sous-estimait la détermination de Cécile. Le lendemain, en rentrant à la maison, il trouva Mathilde en larmes dans la cuisine. Elle tenait une enveloppe froissée. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda-t-il alarmé. « J'ai été licencié, » sanglota Mathilde, « pour faute grave, et on me demande de quitter le logement de fonction dans les 48 heures. » Marcel arracha la lettre de ses mains. C'était bien une notification de licenciement, signée par l'administrateur de la maison, un homme dévoué corps et âme à Cécile. « C'est ridicule, » s'emporta-t-il. « Je vais régler ça immédiatement. » Mais quand il confronta Cécile, celle-ci se contenta de hausser les épaules. « C'est moi qui gère le personnel de maison, Marcel. Toujours, tu ne t'en es jamais soucié avant. Tu ne peux pas la mettre à la rue comme ça. » Bien sûr que si. Elle a commis une faute grave en introduisant un enfant non autorisé dans notre propriété, sans parler du vol. « Quel vol ?» s'étrangla Marcel. « Oh, n'est-ce pas malheureux? Il semble que des bijoux aient disparu de ma commode. Rien de très précieux, heureusement, mais tout de même, la coïncidence est troublante, tu ne trouves pas ?» Marcel comprit avec horreur que sa femme avait tout orchestré. « Tu es en train de la piéger. Je protège nos intérêts, » corrigea Cécile, comme je l'ai toujours fait. Malgré tous ses efforts, Marcel ne put empêcher le renvoi de Mathilde. Le lendemain, elle quitta la maison sous la surveillance glaciale de l'administrateur, ses maigres possessions entassées dans 2 valises. « Je vais t'aider, » lui promit Marcel en la rejoignant discrètement à la grille. « Donne-moi ton adresse, je viendrai vous voir. » Mathilde nota rapidement une adresse sur un bout de papier. « C'est chez ma cousine, dans le 19e. Nous pourrons y rester quelques jours, le temps que je trouve autre chose. »« Je passerai demain, » assura Marcel en serrant sa main. Mais les choses se compliquèrent davantage. Quand il arriva à l'adresse indiquée le lendemain, un appartement vétuste dans une rue populaire du 19e arrondissement, Mathilde l'accueillit avec une expression terrifiée. « Elle m'a fait suivre, » chuchota-t-elle, en le faisant entrer précipitamment. « Un homme a pris des photos de nous quand nous sommes arrivés ici, et ce matin, j'ai reçu ça. » Elle lui tendit son téléphone. C'était un message d'un expéditeur inconnu, contenant une seule photo, Mathilde et Théo entrant dans l'immeuble. En légende, tout le monde a des secrets à protéger. Marcel sentit une rage froide l'envahir. Elle essaie de nous intimider. « Et ça marche, » avoua Mathilde, au bord des larmes. « J'ai peur pour Théo. S'il lui arrivait quelque chose, où est-il maintenant ? » « Dans la chambre, avec ma cousine.
Il est troublé par tous ces changements. Marcel hésita. Je peux le voir? Mathilde acquiesça et le conduisit vers une petite chambre où Théo jouait avec ses voitures sur un lit défait. Il leva la tête à leur entrée et son visage s'illumina en reconnaissant Marcel. « Tu es venu » s'exclama-t-il en sautant du lit. « Maman a dit que tu viendrais peut-être. » Marcel s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. « Bonjour, Théo » L'enfant le fixait avec une curiosité intense. « Est-ce que c'est vrai que tu es mon... papa ?» Marcel jeta un regard à Mathilde qui hocha imperceptiblement la tête. « Oui, Théo, je suis ton père. » Le garçon fronça les sourcils, pensif. « Alors, pourquoi tu n'étais pas là avant ?» Une question si simple et pourtant si dévastatrice. Marcel sentit son cœur se serrer. « Parce que je ne savais pas que tu existais. Si j'avais su, je serais venu te voir bien plus tôt. » Théo sembla accepter cette explication. « Tu vas rester avec nous maintenant. Je vais essayer de venir te voir souvent, » promit Marcel, « et je vais aider ta maman à trouver un bel endroit où vous pourrez vivre tous les deux. » Les yeux de l'enfant s'agrandirent. « Avec un jardin et une balançoire? Si c'est ce que tu veux, alors oui, » sourit Marcel, étrangement ému par cette demande si modeste. Le visage de Théo s'éclaira, puis il retourna à ses voitures, apparemment satisfait de cette conversation. Marcel le regarda jouer un moment, fasciné par chacun de ses gestes, par cette petite version de lui-même qu'il découvrait à peine. Dans les jours qui suivirent, Marcel se partagea entre sa vie officielle, les réunions, les obligations sociales, aux côtés d'une Cécile étrangement calme, et ses visites secrètes à Mathilde et Théo. Il trouva et finança un petit appartement dans le 13e arrondissement pour eux, loin du quartier de sa résidence, un logement modeste mais lumineux, avec une chambre pour Théo, décorée selon ses goûts. Peu à peu, il apprit à connaître son fils. Il découvrit que Théo adorait les voitures et les dinosaures, qu'il détestait les épinards, mais aimait les brocolis, qu'il était curieux et vif d'esprit. Chaque nouvelle information était un trésor que Marcel emmagasinait précieusement. Un jour, il apporta un cadeau spécial, une lettre, soigneusement pliée dans une enveloppe. « C'est pour toi, » dit-il à Théo. « Mais ce n'est pas pour maintenant. C'est pour quand tu seras plus grand. »« Qu'est-ce qu'elle dit ?» demanda l'enfant. « Elle dit que je suis désolé de ne pas avoir été là au début, mais que je ne m'éloignerai plus jamais. Elle dit que je serai toujours ton père, quoi qu'il arrive. » Une promesse solennelle qui allait bientôt être mise à l'épreuve, car pendant que Marcel construisait cette relation naissante avec son fils, Cécile n'était pas restée inactive. Comme toujours, elle agissait dans l'ombre, méthodique et implacable. Le couperet tomba un matin froid de novembre. Marcel venait d'arriver à son bureau quand sa secrétaire, l'air embarrassé, lui apporta le journal du jour. « Monsieur, je pense que vous devriez voir ça. » La une d'un tabloïd populaire. Une photo floue, mais reconnaissable de lui, sortant de l'immeuble où vivaient Mathilde et Théo. Le titre, en grosses lettres, « L'héritier caché du milliardaire Dumas ». L'article détaillait avec une précision troublante l'existence de Théo, son âge, le résultat du test de paternité, la liaison avec Mathilde, des informations que seule Cécile pouvait connaître. Marcel se précipita chez lui, fou de rage. Il trouva Cécile dans son boudoir, en train de siroter tranquillement un thé en feuilletant un magazine. « Comment as-tu pu faire ça ?» rugit-il en jetant le journal sur la table basse. Elle lui jeta à peine un regard. « Je t'avais prévenu, Marcel. Je t'avais donné une chance de régler cette situation discrètement. Tu as délibérément exposé un enfant innocent à la vindicte publique. J'ai simplement révélé la vérité, corrigea-t-elle. N'est-ce pas ce que tu voulais? La vérité? Marcel la fixa, incrédule. Qui était cette femme qu'il avait épousée? Avait-elle toujours été aussi froide, aussi calculatrice? C'est fini, Cécile, déclara-t-il. Je vais demander le divorce. Elle éclata d'un rire sans joie. Vraiment? Et tu crois que ce sera si facile? Dois-je te rappeler les termes de notre contrat de mariage? En cas de divorce pour adultère,
De ta part, je récupère 60% de nos biens communs, sans parler de ma participation dans l'entreprise. Marcel blêmit. Il avait oublié cette clause, insérée par le père de Cécile lorsqu'il s'était marié, alors qu'il n'était encore qu'un jeune homme ambitieux, cherchant à s'élever dans la société parisienne. « Tu ne peux pas prouver l'adultère, tenta-t-il. Théo est né après la liaison. Oh, mais j'ai un témoin très crédible qui affirme que vos rencontres se sont poursuivies jusqu'à récemment. La cousine de ta petite bonne, en fait. Étonnant ce qu'on peut obtenir avec la bonne somme d'argent. » Marcel resta sans voix. Cécile avait tout prévu, tout orchestré. Elle tenait entre ses mains son avenir financier, sa réputation, son entreprise. « Que veux-tu exactement ?» demanda-t-il finalement. « C'est simple. Tu cesses immédiatement tout contact avec cette femme et son bâtard. Tu déclares publiquement que cette histoire est un tissu de mensonges. Tu restes mon mari, au moins en apparence. Et en échange, je ne te ruine pas. » Marcel quitta la maison, sans répondre, l'esprit en ébullition. Dans sa voiture, il appela frénétiquement Mathilde, mais tomba directement sur sa messagerie. Son sang se glaça, et si Cécile avait déjà agi contre eux, il fonça vers l'appartement du 13e arrondissement, gravit les escaliers 4 à 4. À son grand soulagement, Mathilde lui ouvrit, l'air épuisé mais indemne. Quelle journée épuisante, n'est-ce pas? Les médias sont déjà devant l'immeuble. Comment ont-ils trouvé notre adresse si vite? As-tu lu l'article? Théo n'est pas allé à l'école aujourd'hui, expliqua-t-elle en le faisant entrer. Je ne voulais pas qu'il soit exposé à tout ça. Il est dans sa chambre. Il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas sortir. Marcel prit ses mains dans les siennes. Je suis tellement désolé, Mathilde. Tout est de ma faute. C'est ta femme, n'est-ce pas? C'est elle qui a contacté les journaux. Il acquiesça sombrement. Elle veut me forcer à vous abandonner, toi et Théo. Elle est prête à tout pour préserver les apparences. Mathilde le regarda droit dans les yeux. Et qu'est-ce que tu vas faire? Cette question simple résonnait comme un écho à celle que Théo lui avait posée lors de leur première vraie rencontre. Et Marcel se rendit compte que sa réponse déterminerait non seulement son avenir, mais aussi le genre d'homme qu'il voulait être. « Je vais me battre, » déclara-t-il, « pour toi, pour Théo, pour le droit d'être son père. » Ce soir-là, Marcel resta pour la première fois dîner avec Mathilde et Théo. Un repas simple mais joyeux, pendant lequel il se surprit à rire plus qu'il ne l'avait fait depuis des années. Lorsqu'il borda Théo dans son lit, racontant maladroitement une histoire qu'il inventait au fur et à mesure, il ressentit une plénitude qu'il n'avait jamais connue auparavant. « Tu reviendras demain ?» demanda Théo, les yeux déjà lourds de sommeil. « Oui, » promit Marcel, « et le jour d'après, et celui d'après encore. » Mais le destin, une fois de plus, avait d'autres plans. Le lendemain, alors qu'il venait de quitter l'appartement de Mathilde, 2 hommes en costume l'interceptèrent dans la rue. « Monsieur Dumas, Maître Leroy, avocat. Et voici mon confrère, Maître Dupont. Nous représentons Madame Cécile Dumas, dans la procédure de divorce qu'elle vient d'initier. » Marcel les dévisagea stupéfait. « Quoi, mais nous n'avons pas... » « Vous êtes prié de consulter ces documents, » poursuivit l'avocat en lui tendant une épaisse enveloppe. « Vous y trouverez également une ordonnance temporaire du juge vous interdisant tout contact avec l'enfant connu sous le nom de Théo Rousseau jusqu'à ce que sa filiation soit légalement établie. » Marcel arracha l'enveloppe de ses mains et l'ouvrit fébrilement. Effectivement, parmi les documents juridiques se trouvait une ordonnance signée par un juge aux affaires familiales lui interdisant de voir Théo. « C'est ridicule !» s'emporta-t-il. « J'ai un test ADN qui prouve que je suis son père. » « Test réalisé sans le consentement légal de la mère, apparemment, » répliqua froidement l'avocat, ce qui constitue une irrégularité grave. Par ailleurs, Madame Dumas a déposé une plainte pour harcèlement contre Mademoiselle Rousseau. C'est absurde. Néanmoins, jusqu'à ce que la justice se prononce, vous êtes tenu de respecter cette ordonnance. Dans le cas contraire, vous vous exposeriez à des sanctions pénales. Les avocats le saluèrent poliment et s'éloignèrent, le laissant au milieu du trottoir, abasourdi et impuissant. Il passa les jours suivants dans un état second,
consultant frénétiquement ses propres avocats, cherchant une faille dans la stratégie de Cécile. Mais celle-ci avait bien fait les choses. Non seulement elle avait lancé une procédure de divorce en l'accusant d'adultère, mais elle avait également déposé une plainte contre Mathilde pour extorsion de fonds, prétendant que la jeune femme le faisait chanter avec la paternité de Théo. Cécile avait même convaincu le conseil d'administration de Dumas Entreprises de le mettre temporairement à l'écart pour protéger l'image de la société. Du jour au lendemain, Marcel se retrouva privé de son bureau, de son rôle de PDG, de sa famille, et interdit de voir son propre fils. Alors que tu traverses cette épreuve, tu dois te demander comment Marcel va réussir à reprendre le contrôle de sa vie. Mais surtout, est-ce qu'il parviendra à revoir Théo malgré l'ordonnance du juge? Malgré tout, Marcel ne baissa pas les bras. Armé des meilleurs avocats que son argent pouvait acheter, il contre-attaqua, demandant une reconnaissance officielle de paternité et un droit de visite. Mais la machine judiciaire était lente, terriblement lente. Les semaines passèrent, puis les mois. Marcel ne communiquait avec Mathilde que par avocats interposés, respectant scrupuleusement l'ordonnance du juge malgré la douleur que cela lui causait. Il apprenait les progrès de Théo, ses petites victoires quotidiennes, par des rapports froids et distants. Pendant ce temps, Cécile orchestrait sa chute dans les médias. Des sources proches du couple laissaient entendre que Marcel souffrait de troubles mentaux, qu'il était manipulé par une domestique opportuniste. Sa réputation, qu'il avait mis des décennies à construire, s'effritait jour après jour. Et puis, alors que l'affaire semblait s'enliser dans des procédures interminables, un nouvel acteur fit son entrée sur scène. Richard Bertrand, un homme que Marcel n'avait jamais rencontré. Monsieur Bertrand prétend être l'ex-compagnon de Mademoiselle Rousseau et le père biologique de l'enfant, l'informa son avocat lors d'une réunion tendue. Son nom figure effectivement sur l'acte de naissance de Théo. Marcel se figea. Quoi? Mais c'est impossible! Le test ADN. Il affirme que Mademoiselle Rousseau lui a interdit de voir l'enfant pendant des années et qu'il souhaite maintenant faire valoir ses droits de père. Il a déposé une demande de garde exclusive. C'est absurde. Il sort de nulle part après 7 ans et soudain il veut jouer les pères modèles. L'avocat ajusta ses lunettes, mal à l'aise. Il y a autre chose, monsieur Dumas. Monsieur Bertrand est représenté par Maître Pelletier. L'avocat habituel de ma femme, comprit Marcel, sentant un frisson glacé parcourir son échine. La conclusion était évidente. Cécile avait déniché cet homme et l'avait convaincu de revendiquer la paternité de Théo. Une nouvelle manœuvre pour l'éloigner de son fils. Mais le véritable coup de grâce vint quelques jours plus tard. Mathilde l'appela en pleine nuit, en larmes, transgressant pour la première fois l'interdiction de communiquer directement. Il l'a pris, sanglota-t-elle dans le téléphone. Richard a pris Théo. Comment ça, pris? S'alarma Marcel, le cœur battant à tout rompre. Il est venu avec une ordonnance du juge, un droit de visite de 48 heures. Je n'ai pas pu refuser. Mais l'adresse qu'il a donnée n'existe pas, et il ne répond pas au téléphone. Théo a disparu, Marcel. Le monde s'écroula autour de lui. Son fils avait disparu, enlevé par un homme qu'il ne connaissait pas, un homme probablement manipulé par Cécile. « J'arrive tout de suite », déclara-t-il, déjà en train d'enfiler une veste. « Nous allons à la police. »« Tu ne peux pas venir ici », protesta faiblement Mathilde. « L'ordonnance, au diable l'ordonnance. Il s'agit de notre fils. » Cette nuit-là, pour la première fois depuis le début de cette bataille, Marcel et Mathilde firent front commun face aux autorités. Ils déposèrent une plainte pour enlèvement, fournirent toutes les informations qu'ils possédaient sur Richard Bertrand. Mais les policiers semblaient sceptiques. Il s'agit du père légal de l'enfant d'après l'acte de naissance, fit remarquer l'officier en charge. Et il dispose d'un droit de visite accordé par un juge. Techniquement, ce n'est pas un enlèvement. Il a donné une fausse adresse, s'emporta Marcel. Il a disparu avec mon fils. Votre fils? Répéta l'officier en consultant le dossier.
D'après ce que je vois ici, monsieur Dumas, vous n'avez aucun droit légal sur cet enfant pour l'instant. Il y a même une ordonnance vous interdisant tout contact avec lui. » Marcel s'apprêtait à exploser, mais Mathilde posa une main apaisante sur son bras. « S'il vous plaît, » implora-t-elle l'officier. « Mon fils de 6 ans est quelque part avec un homme qu'il connaît à peine. Il doit être terrifié. Aidez-nous. » Elle le retrouvait. Devant la détresse sincère de la jeune femme, le policier s'adoucit. « Nous allons lancer un avis de recherche, mais sans preuve concrète de mise en danger de l'enfant, nos moyens sont limités. » Dans les jours qui suivirent, Marcel mit en œuvre toutes les ressources à sa disposition pour retrouver Théo. Il engagea des détectives privés, contacta ses relations dans les médias pour médiatiser l'affaire, offrit même une récompense à quiconque fournirait des informations. Les journaux s'emparèrent de l'histoire, mais pas toujours de la façon dont Marcel l'aurait souhaité. « Guerre des Dumas, un enfant disparaît », titrait l'un. Le fils caché du milliardaire au centre d'une bataille de garde annonçait un autre. Cécile, elle, gardait un silence médiatique absolu, se contentant de déclarer par l'intermédiaire de son porte-parole qu'elle déplorait cette situation tragique, tout en insinuant que Marcel était mentalement instable et que Mathilde était une manipulatrice. « As-tu déjà vécu une telle angoisse ou connu quelqu'un qui a traversé une épreuve similaire ? Dis-le-moi en commentaire. » Puis, après 5 jours d'angoisse insoutenable, un espoir surgit de la façon la plus inattendue. Une employée d'une station-service de la périphérie de Lyon contacta la police. Elle avait reconnu Richard et Théo d'après les photos diffusées dans les médias. Mieux encore, elle avait trouvé un morceau de papier dans la poubelle des toilettes, un dessin d'enfant avec une note griffonnée. « Je m'appelle Théo, je suis avec un monsieur, ce n'est pas mon papa, aidez-moi s'il vous plaît. » Marcel et Mathilde se précipitèrent à Lyon, accompagnés par la police. Les enquêteurs réussirent à localiser une cabane isolée dans les bois environnants, louée récemment par un homme correspondant à la description de Richard. Lorsque les policiers investirent les lieux, ils trouvèrent Théo seul, assis sur un lit de camp, serrant contre lui sa voiture Ferrari miniature. Richard avait disparu, probablement alerté par la médiatisation de l'affaire. Le moment où Théo se jeta dans les bras de sa mère restera à jamais gravé dans la mémoire de Marcel. Le soulagement, la joie, les larmes. Et puis, après avoir longuement étreint Mathilde, le petit garçon se tourna vers lui, hésitant. « Papa » murmura-t-il, incertain. Cette fois, Marcel ne put retenir ses larmes. Il s'agenouilla, ouvrit grand les bras, et son fils s'y précipita. « Je suis là, Théo » promit-il en le serrant contre lui, « et je ne te quitterai plus jamais. » Les événements s'enchaînèrent rapidement après cela. La disparition de Théo et les circonstances de son enlèvement par Richard attirèrent l'attention de la justice. Une enquête fut ouverte, révélant des éléments troublants. Des relevés téléphoniques montrèrent des appels répétés entre Richard Bertrand et le bureau d'avocat de Cécile dans les semaines précédant sa réapparition soudaine. Plus grave encore, des virements substantiels avaient été effectués depuis un compte offshore, lié à Cécile vers un compte au nom de Richard. Confronté à ces preuves et face à la menace de poursuite pour enlèvement, Richard craqua. Il avoua avoir été contacté par Cécile, qui lui avait proposé une somme conséquente pour revendiquer la paternité de Théo et l'éloigner de Marcel. Il n'avait jamais eu l'intention de garder l'enfant indéfiniment, juste assez longtemps pour déstabiliser Marcel et le pousser à abandonner sa bataille juridique. L'opinion publique, qui avait été divisée sur cette affaire, bascula rapidement en faveur de Marcel et Mathilde. Les médias, toujours avides de sensationnalisme, s'emparèrent de l'histoire sous un angle nouveau. La machination diabolique de Cécile Dumas dévoilée. Des vidéos de surveillance montrant Cécile rencontrant Richard dans un hôtel discret furent diffusées à la télévision. Des SMS et des enregistrements téléphoniques furent publiés, révélant la froideur avec laquelle elle avait planifié l'enlèvement d'un enfant innocent. Le scandale était tel que le conseil d'administration de Dumas Entreprises, qui avait initialement soutenu Cécile,
se retourna contre elle. Ils exigèrent sa démission immédiate de tous ses postes au sein du groupe. Acculée, Cécile tenta une dernière manœuvre désespérée. Elle organisa une conférence de presse où elle se présenta en victime, affirmant avoir agi par amour pour son mari, manipulé par une femme de chambre opportuniste. Mais sa performance glaciale ne convainquit personne. Quelques jours plus tard, le juge aux affaires familiales rendit une décision historique. Marcel obtenait la reconnaissance officielle de sa paternité et un droit de garde partagé avec Mathilde. L'ordonnance l'interdisant de voir Théo fut levée. Quant à Cécile, elle fut inculpée pour complicité d'enlèvement d'enfants, subordination de témoins et extorsion. Abandonnée par ses alliés, elle accepta un accord avec la justice, évitant la prison ferme en échange d'une probation stricte, d'une amende colossale et d'une interdiction d'approcher Théo ou sa mère. Le divorce fut prononcé au tort, exclusif de Cécile, qui dut renoncer à une grande partie de ses prétentions financières. Sa réputation était irrémédiablement ternie. Pour Marcel, cette victoire amère marquait un tournant. Dans son bureau du siège de Dumas Entreprises, il contemplait la ville qui s'étendait sous ses fenêtres. Il avait récupéré son poste de PDG. Sa fortune était quasiment intacte et il avait gagné son combat pour son fils. Pourtant, quelque chose avait changé en lui. « Vous avez demandé à me voir, monsieur Dumas ?» l'interrompit son directeur financier, entrant après avoir frappé discrètement. « Oui, Pierre, j'ai pris une décision importante et je voulais vous en informer en premier. » Il lui tendit un dossier. Le directeur financier le parcourut, son expression passant de la surprise à la stupéfaction. « Vous êtes sûr de vouloir faire ça, Marcel ?» « Absolument certain. » Le document était un plan détaillé pour la vente de ses parts dans Dumas Entreprises. Pas toutes. Il conserverait une participation minoritaire, mais suffisamment pour se libérer du poids écrasant de la direction du groupe. « Mais pourquoi ?» demanda Pierre, visiblement décontenancé. « Parce que j'ai failli tout perdre pour des choses qui finalement importent peu, » répondit simplement Marcel. « L'argent, le pouvoir, la reconnaissance. J'ai passé ma vie à les poursuivre et ils m'ont presque coûté mon fils. » Cette nuit-là, Marcel retrouva Mathilde et Théo dans leur appartement du 13e arrondissement. C'était un soir comme les autres, devenu précieux par sa simple normalité. Théo racontait sa journée d'école, Mathilde préparait un dîner simple, la télévision diffusait un dessin animé en fond sonore. « J'ai quelque chose à vous annoncer », déclara Marcel lorsqu'ils furent tous attablés devant un gratin dauphinois fumant. Théo le regarda avec des yeux grands ouverts, toujours avide des histoires de son père. Mathilde, plus réservée, attendit en silence. « J'ai décidé de changer de vie », commença Marcel, « de ralentir, de vendre une partie de l'entreprise pour me consacrer à ce qui compte vraiment. L'entreprise de Papy Dumas », s'étonna Théo, qui avait entendu parler du grand-père qu'il n'avait jamais connu. « Exactement. Et j'ai un projet. Un projet pour nous trois, si vous le voulez bien. » Il sortit de sa poche une petite brochure qu'il déplia sur la table. Des photos d'une maison de campagne avec un grand jardin, non loin de Paris. « J'ai trouvé cet endroit. C'est calme. Il y a de l'espace. Une bonne école à proximité. Il y a même une dépendance qu'on pourrait transformer en café ou en petit restaurant. Un nouveau départ, loin des caméras et des journalistes. Qu'en pensez-vous » Théo poussa un cri de joie. « Il y a une balançoire ? Tu avais promis une balançoire !»« On pourra en installer une, » rit Marcel. « Et même une cabane dans les arbres, si tu veux. » Il se tourna vers Mathilde, qui n'avait pas encore réagi. « Qu'en dis-tu ? Je sais que c'est beaucoup demandé. Tu as ta vie ici, ton travail. Mon travail de femme de ménage, tu veux dire ?» sourit-elle faiblement. « Celui que je n'ai plus depuis que ta femme m'a fait renvoyer ?» Marcel grimaça. « Je suis désolé pour tout ce que Cécile t'a fait subir, pour tout ce que je t'ai fait subir par ma négligence. » « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » corrigea doucement Mathilde. « C'est juste que j'avais toujours rêvé d'ouvrir un petit café, quelque chose de simple, où je pourrais cuisiner mes propres recettes. » Les yeux de Marcel s'illuminèrent. « Alors c'est parfait. La dépendance serait idéale pour ça. Et nous trois,
nous vivrions ensemble, comme une famille? Si tu le veux bien, acquiesça Marcel, soudain vulnérable. Je ne te demande pas de m'aimer, Mathilde. Je ne te demande même pas d'oublier le passé. Je te demande juste de me donner une chance d'être un bon père pour Théo, et peut-être, avec le temps, un bon ami pour toi. Mathilde hésita, puis sourit. Un sourire doux et sincère qui fit battre le cœur de Marcel un peu plus vite. « Je crois que ça me plairait, » admit-elle. « Alors c'est décidé, » s'exclama Théo en levant les bras en signe de victoire. « On va avoir une maison avec une balançoire. Et un café !» Marcel ébouriffa tendrement les cheveux de son fils. « Exactement, champion !» Les mois suivants furent consacrés à concrétiser ce nouveau départ. Marcel finalisa la vente d'une partie de ses actions, gardant juste assez de parts pour assurer leur avenir financier sans les contraintes de la direction. Il acheta la propriété qu'il avait repérée, une ancienne ferme rénovée à la lisière d'un village paisible à 1 heure de Paris. Mathilde donna sa touche personnelle à l'aménagement, transformant la bâtisse austère en foyer chaleureux. Ensemble, ils retapèrent la dépendance, la métamorphosant en un café rustique mais accueillant. « Le lion protecteur », suggéra Théo lorsqu'il fallut choisir un nom pour l'établissement. « Comme dans mon puzzle. Tu te souviens, papa? Le lion qui protège tout le monde. » Marcel se souvint de cette conversation, de ces mots simples, qui avaient résonné si profondément en lui. « C'est parfait, Théo. » L'automne suivant, ils ouvrirent officiellement le Lion Protecteur. Un café modeste proposant des pâtisseries, maisons et des plats simples mais délicieux, préparés par Mathilde. Marcel s'occupait du service, apprenant avec humilité un métier qui n'avait rien à voir avec la haute finance. Les débuts furent difficiles. Les habitants du village, méfiants face à ces nouveaux venus dont ils avaient entendu parler dans les journaux, se montrèrent réservés. Mais peu à peu, la gentillesse de Mathilde, l'enthousiasme de Théo et la sincérité de Marcel eurent raison de leur réticence. Un soir, alors qu'ils fermaient le café après une journée particulièrement réussie, Marcel trouva Théo assis à une table, absorbé par son puzzle préféré, celui représentant une savane africaine avec des lions. « Tu ne devrais pas être au lit, bonhomme ?» demanda-t-il en s'asseyant près de lui. « Je cherche la bonne pièce », expliqua sérieusement l'enfant. « Pour le lion. » Marcel sourit, attendri par la concentration qui plissait le front de son fils. Si semblable à la sienne lorsqu'il travaillait sur un dossier complexe, lui avait fait remarquer Mathilde. Théo trouva enfin la pièce qu'il cherchait et la plaça soigneusement sur le puzzle. « Voilà, le lion va ici. Il protège tout le monde. Oui, Théo, tout comme je vous protégerai toujours, ta maman et toi. » L'enfant leva les yeux vers lui, et Marcel fut une fois de plus frappé par leur ressemblance. Ces mêmes yeux marrons aux reflets dorés, avec cette tache ambrée si particulière. « Tu sais ce que maman m'a dit aujourd'hui ?» demanda Théo. « Non, quoi donc ? Elle a dit qu'elle était contente qu'on soit tous ensemble, qu'elle ne t'aimait pas avant, parce que tu étais trop... Il chercha le mot. Trop égocentrique. Mais maintenant, elle dit que tu as changé, que tu es gentil, que tu es un bon papa. » Le cœur de Marcel se gonfla d'une émotion qu'il ne pouvait nommer. « Ta maman a dit ça ?»« Oui, et elle a dit aussi qu'elle t'aimait peut-être un peu. » Théo écarta le pouce et l'index d'1 centimètre. Comme ça, Marcel rit, mais ses yeux s'embuèrent. 1 centimètre d'amour. C'était déjà infiniment plus que ce qu'il méritait. Et pourtant, cela suffisait à remplir son cœur d'espoir. « Allez, au lit maintenant », dit-il en aidant son fils à ranger le puzzle. Lorsqu'il rejoignit Mathilde dans la cuisine, elle terminait la vaisselle, les manches retroussées, les cheveux négligemment attachés. Loin de l'image de la femme de chambre effacée qu'elle avait été, elle rayonnait d'une confiance nouvelle. « Théo m'a fait une confidence », annonça Marcel en prenant un torchon pour essuyer les assiettes. « Ah oui ?» sourit-elle, sachant parfaitement que son fils était incapable de garder un secret. « Il paraît que tu m'aimes peut-être un petit peu, à peu près comme ça. » Il reproduisit le geste de Théo, écartant légèrement le pouce et l'index.
Mathilde rougit mais ne détourna pas le regard. Théo exagère toujours, c'est peut-être encore moins que ça. Je prendrai ce que tu voudras bien me donner, répondit simplement Marcel. Ils terminèrent la vaisselle en silence, mais quelque chose avait changé entre eux, un aveu minuscule, une ouverture infime vers un possible futur commun. Plus tard, cette nuit-là, allongé dans son lit, écoutant les bruits paisibles de leur maison, Marcel repensa au chemin parcouru, de l'homme d'affaires impitoyable qu'il avait été à ce nouveau Marcel, qui servait du café avec le sourire et construisait des cabanes dans les arbres le dimanche. Il avait tout perdu. Son empire, sa réputation dans la haute société, son mariage, pour gagner ce qui comptait vraiment, son fils, une chance de rédemption, et peut-être, un jour, l'amour d'une femme qui avait vu le pire de lui-même, et qui, malgré tout, lui offrait aujourd'hui peut-être un petit peu de son cœur. Le lendemain était une journée spéciale, l'anniversaire de Théo. Marcel s'était levé à l'aube pour préparer une surprise. Quand son fils descendit, pour le petit déjeuner encore en pyjama et les cheveux ébouriffés, il l'attendait dans le jardin. « Viens voir, Théo, j'ai quelque chose à te montrer. » L'enfant le suivit jusqu'au grand chêne qui dominait le jardin. Là, suspendu aux branches les plus solides, se trouvait une balançoire. Pas un simple siège accroché à des cordes, mais une véritable œuvre d'art. Un lion sculpté dans le bois, dont le corps formait une assise confortable. « Le lion protecteur !» s'exclama Théo, les yeux écarquillés d'émerveillement. « Tu l'as fait pour moi ?» Marcel sourit, dissimulant les heures passées à s'écorcher les mains sur ce projet secret. « Avec un peu d'aide d'un artisan du village. Il t'attend depuis hier, tu sais. Il voulait être là pour ton anniversaire. » Tu as quelque chose d'important à comprendre, Théo, en ce jour spécial. Marcel s'accroupit pour regarder son fils dans les yeux. Il y a des choses dans la vie qu'on croit importantes. L'argent, le pouvoir, l'apparence. J'ai passé des années à les poursuivre. Mais tu sais ce que j'ai découvert? Ce sont les personnes qu'on aime qui comptent vraiment. Toi, ta maman, vous êtes mon vrai trésor. Théo hocha gravement la tête, même s'il ne saisissait pas entièrement la profondeur de ses paroles. « Est-ce que je peux l'essayer maintenant ?» Marcel rit et l'aida à s'installer sur la balançoire. Bientôt, les cris de joie de l'enfant résonnèrent dans le jardin paisible, attirant Mathilde qui apparut sur le seuil de la maison, un sourire attendri aux lèvres. Elle s'approcha de Marcel qui poussait doucement la balançoire et glissa sa main dans la sienne. Un geste simple, mais lourd de sens. « C'est magnifique, ce que tu as fait, » murmura-t-elle. Marcel serra légèrement ses doigts entre les siens. « Je commence à comprendre ce qui est vraiment magnifique dans la vie. » La journée se déroula dans la joie. Entre le gâteau préparé par Mathilde, les quelques amis d'école invités pour l'occasion et l'ouverture des cadeaux. Le soir venu, après avoir couché un Théo épuisé mais radieux, Marcel et Mathilde s'installèrent sur la terrasse, savourant la douceur d'une soirée d'été et un verre de vin. « J'ai repensé à ce que Théo t'a dit, » commença Mathilde après un moment de silence confortable, « à propos de mes sentiments pour toi. » Marcel attendit, le cœur battant. « Ce n'est peut-être pas qu'un petit peu, finalement, » avoua-t-elle en esquissant le geste avec ses doigts, écartant le pouce et l'index beaucoup plus largement que la veille. Marcel sourit. « Dans ce cas, j'ai une question à te poser. » Il sortit de sa poche un petit écrin, mais au lieu de l'ouvrir, il le posa simplement sur la table entre eux. « Ce n'est pas une bague de fiançailles, » précisa-t-il en voyant l'expression alarmée de Mathilde. « C'est juste une promesse. La promesse que je serai toujours là pour Théo, et pour toi si tu le veux. Nous n'avons pas besoin de nous précipiter. Nous avons tout le temps. » Mathilde prit délicatement la boîte et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un simple pendentif en or représentant un petit lion. « Le lion protecteur, » sourit-elle. « Exactement. » Ils restèrent ainsi côte à côte, contemplant le ciel étoilé au-dessus de leur nouveau foyer. Deux personnes que tout séparait jadis, réunies par le hasard, le destin et un petit garçon aux yeux si semblables à ceux de son père. Parfois, on perd tout ce que l'on croyait important, pour trouver la seule chose qui compte vraiment.
Et dans les yeux d'un enfant, Marcel avait enfin trouvé la vérité. Félicitations! Écris 9 en commentaire pour que je sache que tu es resté jusqu'au bout avec moi. Merci d'avoir regardé et rendez-vous demain pour une nouvelle histoire sur cette même chaîne.